Et on va parler ce matin d'hydrogène décarboné. Donc on va aborder la filière sous plusieurs angles, hein, ses métiers, ses formations, les grands projets en Normandie. Et donc pour nous accompagner ce matin, on a une belle brochette de professionnels du secteur. Et donc je vais vous demander de les accueillir. On a avec nous Isabelle Aubé. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Donc Isabelle Aubé, qui est avec nous ce matin à distance de façon un peu difficile techniquement, que vous n'allez pas la voir, mais vous allez l'entendre. Elle est chef de projet hydrogène, neutralité carbone pour le campus des métiers Seine. C'est ça Isabelle? International, Normand des énergies. Merci beaucoup. Avec nous également Guillaume Folléa. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous. Donc Guillaume, tu peux nous dire en deux Oui, mots qui pardon, tu je qui tu suis, es? je suis du Carrefour de Normandie, qui est un centre ressources sur les questions emploi, formation, orientation, et je suis responsable du pôle analyse et aide à la décision qui contient les missions d'OREF, donc d'Observatoire régional emploi formation. Merci Guillaume. Avec nous également David Honoré. Bonjour David. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, David Honoré, je suis professeur des universités à l'INSA Rouen Normandie, donc enseignant à l'INSA en physique et chercheur au CORIA, qui est un laboratoire donc, de l'INSA, de l'université et du CNRS. Merci beaucoup. Également avec nous Manalani. Bonjour. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous. Donc Manelani, ingénieure hydrogène à l'entreprise Gasfio qui fait partie du groupe de Pietro Fiorentini. Merci. Alors, Baptiste Delaporte va nous rejoindre tout à l'heure. Là, il est dans son entreprise. On a avec nous Ludovic Lenné. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous, Ludovic Lenné du lycée Pierre de Coubertin de Volbec. Je suis directeur délégué aux formations. Eh ben, merci beaucoup à tous de votre présence. Alors, quelques mots peut-être pour vous expliquer quand même le déroulé. Tout d'abord, on va faire un point sur vraiment le contexte et les enjeux de la filière, notamment avec Isabelle Aubé et Guillaume Folléa. Ensuite, on fera un focus sur les compétences et métiers très spécifiques à la filière et sur notamment les métiers éventuellement en tension. Ensuite, on aura le témoignage de nos deux professionnels. Puis, on fera un focus sur les formations. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre à vous qui êtes des professionnels de l'accompagnement et qui accompagnez des publics, qui soient scolaires ou adultes en reconversion, de vous outiller sur la filière et que vous puissiez au mieux finalement accompagner vos publics vers ces métiers et vers ces formations-là. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Isabelle Aubé pour qu'elle puisse nous parler de l'hydrogène décarboné. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène décarboné, Isabelle? C'est un gaz très léger, très inflammable, inodore, incolore, non toxique, très léger, non corrosif. Alors sa formule chimique est H2 en référence au dihydrogène. Du coup, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie avant tout. À l'état naturel, il est combiné avec d'autres atomes qu'on trouve par exemple dans l'eau, donc H2O, dans le pétrole, donc les hydrocarbures HC, et puis encore dans le gaz naturel par exemple, avec une composition CH4. Contrairement à d'autres énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon, le gaz, la particularité, c'est qu'on n'a pas de puits ou de source d'hydrogène direct. Voilà. Et donc, pour pouvoir avoir de l'hydrogène, il faut le produire. Donc, il doit être produit pour être consommé et pouvoir être utilisé comme source d'énergie. Voilà. Et donc, pour produire de l'hydrogène, il faut passer effectivement par des procédés chimiques qui permettent justement de séparer l'hydrogène de ses éléments. Donc, on a plusieurs procédés chimiques. La photochimique, le vaporeformage, la pyrolyse de la biomasse aussi, ou encore l'électrolyse de l'eau. J'en parlerai un peu plus parce qu'effectivement, là, quand on parle d'hydrogène décarboné, on parle aussi bien souvent de l'électrolyse de l'eau qui permet de décomposer l'eau, H2O, en dioxygène et en dihydrogène gazeux. Voilà, vous avez un petit schéma. Alors justement, donc, qu'est-ce que l'hydrogène décarboné? L'hydrogène décarboné donc, correspond à un hydrogène qui émet très peu de carbone lorsqu'il est produit ou au moment de son utilisation. Dans ce cas-là, on parle aussi, quand on parle d'hydrogène décarboné, on parle aussi Hydrogène vert. Et donc, l'idée, en fait, quand on parle d'hydrogène décarboné, c'est que son empreinte carbone doit être inférieure ou égale à 3 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène. Ok.
La fabrication d'hydrogène carboné, elle suppose de combiner à l'utilisation d'une autre énergie renouvelable, notamment bas carbone, comme le nucléaire. Donc, on associe généralement la fabrication d'hydrogène à une autre source d'énergie renouvelable pour justement atteindre cette empreinte carbone inférieure ou égale à 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Guillaume va pouvoir compléter éventuellement déjà sur cette partie de définition, de quoi est-ce qu'on parle. Guillaume, est-ce que tu as des compléments à apporter? Oui, merci Alexandra. Donc, quelques compléments à ce qu'a dit Isabelle, sans répéter ce qu'elle a déjà dit. Donc, la slide que vous voyez là contient quelques éléments déjà dit, mais ce qu'il faut peut-être dire en complément, c'est qu'aujourd'hui, il y a 94% d'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile et que la quasi-totalité de cet hydrogène, on le verra après, est utilisée comme matière première dans le secteur industriel. Que l'ensemble des procédés de production sont responsables de l'émission de 11 millions de tonnes de CO2 en France, c'est-à-dire environ 3% des émissions totales de CO2. Ça, c'est la production d'hydrogène. Et évidemment, comme l'a dit Isabelle, donc pour envisager une hydrogène plus propre, donc il y a plusieurs solutions, plusieurs voies d'action, dont évidemment travailler à partir de la production à partir d'énergie renouvelable par l'électrolyse de l'eau, mais aussi par le captage du CO2 qui est émis pendant la production par des procédés, notamment des procédés cryogéniques. Et puis une autre voie de production d'hydrogène vert, c'est la gazéification ou la pyrogazéification, c'est-à-dire, on en a un peu parlé, à partir de l'hydrogène, à partir de la filière biomasse, issue notamment du recyclage des déchets de bois. Ok. Bon, moi, je trouve ça très clair. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas déjà. Hein, on peut peut-être répondre déjà à vos questions, mais sinon, je te propose de continuer, Guillaume. Merci. Donc aujourd'hui, l'hydrogène en France, dans l'industrie, c'est 60% environ utilisé pour le raffinage du pétrole. Donc c'est un procédé qui est très utilisé dans le raffinage. 25% pour la production d'ammoniac et d'engrais, 10% pour la chimie, 5% pour la métallurgie spatiale. Donc on voit que l'hydrogène est un gaz qui est particulièrement utile à des industries lourdes et qui comptent. On l'a vu un peu, l'hydrogène est parti aujourd'hui principalement produit à partir de sources fossiles, 40% par vaporeformage du gaz naturel, 40% par décomposition d'hydrocarbures, 14% par gazéification du charbon et seulement 6% par électrolyse, dont seulement 1% à partir d'une électricité décarbonée. Donc, ce qui fait qu'il y a une voie, en tout cas, il y a des voies de verdissement, en tout cas l'hydrogène, qui est très forte. Donc, à l'horizon 2050, la production d'hydrogène en France décarbonée pourrait répondre à 20% de la demande d'énergie finale et pourrait donc contribuer à réduire les émissions annuelles de CO2 de 55 millions de tonnes. Et l'hydrogène décarboné et les piles à combustible pourraient représenter un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros et de 150 000 emplois supplémentaires au niveau national. Donc là aussi, il y a un enjeu en matière de richesse nationale et d'emploi. Ok, merci. Donc d'énormes enjeux, effectivement, avec des possibilités qui sont larges. Isabelle, si je reviens à toi, tu voulais évoquer au plan national, notamment le plan hydrogène. Réduire les consommations énergétiques et engager la transition énergétique en France, en fait. C'est vraiment de trouver des solutions pour justement réduire ces gaz à effet de serre. Et l'action est vraiment entamée avec le plan hydrogène 2018 pour l'Indo. Et à la suite de ça, était lancé en place ce qu'on appelle la stratégie nationale de l'hydrogène, SNH de 2020. Et celle-ci vient tout juste d'être révisée, actualisée, notamment à l'occasion du dernier comité interministériel de l'innovation au centre Georges Pompidou qui a eu à Paris le 10 avril 2025. Donc c'est vraiment tout récent. Vous avez le lien qui vous permettra justement d'accéder au communiqué de presse et justement aux détails
cette stratégie avec... Isabelle, juste, j'ai un message dans le chat qu'on n'entend pas très bien. Effectivement, on s'excuse auprès du public, hein. Isabelle fait comme elle peut. Elle a une très, très, très mauvaise connexion. C'était pas du tout prévu comme ça. Isabelle est en panne, voilà. Donc, on va avoir des moments. Là, oui, on t'attend à nouveau, mais c'est vrai que ça va couper par moment. On en est désolé par avance, hein. On fait le maximum. Merci, Isabelle. Donc je vous disais que vous aviez le lien Oui. sur la slide précédente pour pouvoir justement récupérer le communiqué de presse précis de cette nouvelle, de la révision de la stratégie nationale. Elle porte effectivement sur 4 nouvelles orientations qui permettent de confronter et de répondre aux défis climatiques. Donc, premier objectif, c'est de lisser les objectifs d'installation d'électrolyse en France jusqu'à 4,5 gigawatts visés pour 2030. Et le nouvel objectif, c'est de 8 gigawatts installés en 2035. Deuxième, c'est maîtriser l'ensemble des équipements de l'hydrogène et de ces technologies sur toute la chaîne de valeur. Déployer en France, pour le troisième objectif, les infrastructures de transport de l'hydrogène bas carbone au sein des hubs hydrogène. Et enfin, de garantir les conditions cadres nécessaires au développement de la filière. Donc, tout ce qui est accès aux compétences, accès aux fonciers, les procédures, les normes de sécurité, etc., et les raccordements électriques. Voilà. Ok. Je vous invite vraiment à lire. Je pense que Isabelle voulait dire aller lire effectivement la stratégie nationale dont on a le lien sur la slide précédente, hein. Guillaume, oui, merci, super. J'ai transmis parce que ça avait coupé, mais je pense que tu parlais du lien, hein, qui est sur la slide d'avant. Oui. Ouais, merci. Guillaume, par rapport à ça, est-ce que toi, tu as des éléments à ajouter? Quelques éléments factuels sur la présence de l'hydrogène, de ces équipements, de ces infrastructures au niveau national. Donc la stratégie nationale, on l'a vu, hein, Isabelle en a parlé, avec un objectif assez ambitieux. C'est environ 6400 emplois directs en 2023. Donc alors il y a c'est pas 6300 comme c'est indiqué sur la slide, mais c'est 6400. Donc c'est très grosse augmentation depuis 2019. Objectif 2030 qui est donné, c'est 100 000 emplois dans l'hydrogène. 22 usines de fabrication d'équipements clés sont en activité, électrolyseurs, piles, réservoirs, stations, véhicules, avec un objectif aussi là, de développement de ces équipements, comme ça vient d'être dit. 69 stations sont ouvertes actuellement, objectif 1000 pour 2028. Il y a à peu près 1300 véhicules en circulation roulant à l'hydrogène aujourd'hui. Un objectif à 2028, c'est plus de 50 000. Alors le pas est très grand. Et le temps est très court, donc il va falloir peut-être mobiliser un certain nombre de choses. 85 installations stationnaires opérationnelles, dont des groupes électrogènes, dont des chaudières à hydrogène en cours. Et puis aujourd'hui, la production annuelle d'hydrogène en France, c'est 0,9 millions de tonnes contre 60 millions au niveau mondial. Et on l'a vu, la majeure partie de cette production est à base d'énergie fossile. Alors, en complément, Énergie Normandie nous a poussé aussi des slides voilà, sur en Normandie le nombre d'entreprises qui sont concernées, hein, donc 83 entreprises, 44 organisations, 800 emplois environ directs en Normandie, avec des grands projets sur le territoire, avec des centres de recherche et des centres de formation qui sont impliqués. Tu peux compléter par rapport à ça sur la Normandie, Guillaume, toi? Oui, il y a en Normandie, il y a eu d'établi un plan Normandie hydrogène avec quelques dizaines d'actions qui ont été identifiées. Et puis, puisqu'on a parlé d'emploi là, dans la diapositive précédente, donc sur le marché du travail, il y a évidemment une activité en matière de recherche et l'expression des besoins par les employeurs. Donc, environ 3% des offres d'emploi de la filière hydrogène nationale se font en Normandie, en tout cas se déposent en Normandie. Il y a environ un tiers dans la conception, l'ingénierie, la recherche, qui est un axe fort évidemment du déploiement de la filière hydrogène. 39% dans les opérations d'installation, d'exploitation et de maintenance. 21% de ces offres d'emploi qui sont déposées pour la filière hydrogène se font dans les fonctions support et 6% dans les fonctions de qualité, d'environnement, de conformité
et une maîtrise des risques, 1% uniquement dans les usages. D'accord, c'est intéressant de voir les proportions, hein. On ne s'imagine Oui. pas forcément. 1% dans les usages, effectivement, c'est très peu. Isabelle, toi, tu avais des compléments sur des formations spécifiques un petit peu à l'hydrogène décarboné. Alors, En fait, ça va être un peu une redite par Ouais. rapport à Guillaume, mais en Ouais. fait, vraiment, là, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'il y a vraiment une volonté nationale, mais effectivement, on a à l'horizon 2030 plus de 100 000 emplois directs ou indirects. Un emploi hydrogène direct, du coup, peut créer un, voire deux emplois directs ou indirects. C'est vraiment ce qui est envisagé voilà, sur toute la chaîne de valeur, donc depuis la production, le stockage, la distribution, toute la mobilité légère ou lourde, enfin voilà. Et il y a 80 métiers identifiés par France Hydrogène, dont beaucoup sont déjà existants mais en tension. Donc effectivement, la notion de formation, elle est importante et c'est aussi pour ça que du coup le projet H2MC pour lequel je travaille est lancé pour pouvoir anticiper les futures formations qu'on va proposer, notamment en Normandie. Voilà, mais les chiffres qui sont indiqués là par France Hydrogène reprennent effectivement ce que disait effectivement Guillaume, hein, puisqu'il y a 6300 effectivement emplois là qui sont effectivement en visée. Voilà. Et ça représente 2,4 millions de chiffre d'affaires et 1 million de PIB. Alors, au plan régional, effectivement, la région Normandie, c'est vraiment une région industrielle. Une région industrielle, ouais. Ça a coupé, excuse-moi. Vas-y. Donc, la région Normandie est vraiment pionnière, puisque, comme le disait Guillaume tout à l'heure, à partir de 2018, c'est une des régions qui a pris part aux marques du plan, au plan en écho, a fait écho au plan de Nicolas Hulot. Et donc, elle est pionnière dans le développement de la filière hydrogène décarboné. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer l'indépendance énergétique de notre pays. Donc voilà, et ça couvre vraiment toute la chaîne. Vous avez une petite carte qui est reprise par juste après. Oui. Guillaume qui peut peut-être la commenter. Tout à fait. Oui, alors oui, tout à fait. Alors quelques projets, mais c'est non exhaustif, hein, il y en a d'autres, évidemment, et d'autres d'envergure. Mais là, vous voyez que les projets ou les expérimentations sur le territoire normand sont assez diffusées, sont bien diffusées sur l'ensemble des départements, un petit peu moins dans l'Orne. Voilà, donc à la fois des projets ou des expérimentations de production d'hydrogène. On a un chalutier à hydrogène, par exemple, hein, autour de Cherbourg, qui est développé. On a bien sûr des vélos à hydrogène et des stations. On a des stations de recharge, hein, vous les voyez, elles sont disséminées sur tout le territoire pour les véhicules à hydrogène, évidemment. Il y a dans l'Orne un équipement de production d'hydrogène par pyrogazéification du bois. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, une chaudière à hydrogène du côté du Havre. Et puis, vous le voyez, du côté de Colbec, Caux-Vallée de Seine, une usine H2V de production d'hydrogène vert. Mais il y en a d'autres. Et je crois qu'on va en parler un petit peu après. Oui, il y en a d'autres. Il y a notamment Air Liquide, hein. Est-ce que soit Isabelle, soit Guillaume, vous avez des éléments sur ce projet? Je vais laisser Isabelle en dire un peu plus. Oui, vas-y Isabelle. Je viens en fait, du coup, la collectivité Co-Senaglo est un de nos partenaires du projet H2NC. Et donc, effectivement, ce projet de création d'usine H2V qui, du coup, le projet a été racheté, repris par Air Liquide. Alors, je crois qu'après, il y a effectivement une intervention. Oui, c'est la slide, effectivement, qui nous a été fournie par Énergie Normandie. Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, H2V a été racheté par Air Liquide et le projet de créer, de sortir de terre cet électrolyseur géant pour produire de l'hydrogène rentre dans le cadre de notre projet, effectivement, de H2NC. Et c'est en lien puisque l'idée, c'est de créer 2 sites totems de formation à Bolbec, avec le lycée de Coubertin, et le deuxième site, c'est Vernon. Donc voilà,
le site de Bolbec est plus sur de l'hydrogène gazeux et le site de Vernon plus sur l'hydrogène liquide. Ok. Voilà. Mais merci beaucoup Isabelle. On va faire un focus maintenant plutôt avec Guillaume sur les métiers et les compétences. On parlait tout à l'heure de métiers en tension, de quels sont les profils justement qui vont être demandés dans le cadre de cette filière. Je te laisse Guillaume nous évoquer ça. Oui, merci. Donc, pareil, quelques grandes généralités, hein, mais suite à 2 études que nous avons réalisées au Cariforef, nous avons repéré que il y avait, en matière de recherche de professionnels autour du développement de cette filière hydrogène, 3 grandes activités qui étaient concernées. Donc, la conception, évidemment, qui est une grosse activité, la fabrication et la maintenance. Et puis, en termes de métiers ou de famille de métiers, on avait plusieurs niveaux d'expertise, mais des niveaux d'expertise qui étaient eux-mêmes, même s'ils étaient sur des niveaux différents et avec des gaps qui étaient parfois assez importants, tous étaient quand même, tous ces métiers, en tout cas qui étaient sollicités, étaient des métiers eux-mêmes très experts. Donc, que ce soit du technicien à l'ingénieur au doctorant, pour de la production, pour de la maintenance et du laboratoire. Donc, ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait très peu de profils spécialisés hydrogène, qu'on est plutôt sur des ingénieurs plutôt généralistes, avec des compétences en génie des procédés, en automatisme, en génie électrique, en mécanique, en électronique, des techniciens de bac pro à licence sur des domaines de compétences classiques, mécanique, électricité, électrotechnique, électromécanique et automatisme. On a noté, mais ça change beaucoup, et on le verra après, parce que lorsqu'on a fait cette étude, depuis, il se passe beaucoup de choses. Donc, on avait noté une relative absence de formation initiale intégrant l'hydrogène, d'où des compétences ou un système en tout cas de formation qui se faisait plutôt en interne dans l'entreprise, c'est-à-dire acquis sur le tas, et sous une forme sous la forme du compagnonnage avec les anciens vers les nouveaux salariés. Vous le verrez après, les choses évoluent beaucoup, notamment avec le projet Campus Seine, et ça je laisserai évidemment Isabelle en parler. Il y a aujourd'hui, bien sûr, une offre de formation qui se constitue. Alors, les profils attendus, alors ce que je vous ai montré là, c'était les profils constatés, les profils attendus. Là, on est sur, alors, là encore, sur une chaîne de valeur qui est assez complète, hein, de la production, de la mobilité et l'habitat. Donc, profil attendu, a priori, d'après ce que nous avaient dit les entreprises, des ingénieurs, mais pas en si grande quantité que ça. Des techniciens, beaucoup, à tous les maillons de la chaîne, hein, niveau bac pro à bac plus 2, mais surtout bac plus 2. Le problème, surtout à bac plus 2, dans des domaines classiques, mécanique, électricité, automatisme, électronique, hein, que vous connaissez, mais en tout cas, ces domaines vont être de plus en plus sollicités. Des connaissances de base sur l'hydrogène et connaissances, bien sûr, des règles de procédure et de sécurité. Une inquiétude quand même qui est exprimée par les acteurs de la filière, c'est que les difficultés de recrutement dans les domaines de l'industrie sont présentes, que l'image de l'industrie est à redorer auprès des jeunes et qu'il y aura évidemment un impact important des départs dans l'industrie d'ici à 2030. Donc, des départs importants cumulés à des difficultés à recruter laissent à penser, en tout cas, laisse les professionnels dans un certain degré d'incertitude par rapport à la capacité, évidemment, à trouver les professionnels, le nombre de professionnels requis. Alors, pour information, dans l'industrie, hein, il y a 28%, donc près d'un tiers, des personnes qui travaillent dans l'industrie qui ont 50 ans et plus, soit environ 9500 personnes. Donc, ça veut dire que dans les années à venir, ces personnes-là vont sortir des entreprises industrielles. Et dans les domaines qui sont proches, ou en tout cas les secteurs qui sont proches de la filière hydrogène, ce chiffre est le même, donc 28% de 50 ans et plus, soit 3500 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a un enjeu fort, hein, à la fois de renouvellement, mais aussi d'attirance de jeunes profils et de profils qui sont en volonté de venir travailler dans ces établissements. Alors ici, je ne commenterai pas la diapositive, elle est très dense. C'est simplement pour un diapositive par rapport au grand domaine, avec toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Vous voyez, d'abord, ça vous indique que cette chaîne de valeur, elle est très
elle est très dense, elle est riche, elle est diversifiée, hein. On a de la production aux stations, à l'exploitation des stations, au transport évidemment, à la pile à hydrogène, les mobilités légères ou lourdes, l'habitat, et puis l'industrie et évidemment les réseaux. Donc vous voyez qu'il y a une chaîne de valeur qui est très large, et cette chaîne de valeur, à chaque étape, à chaque jalon de cette chaîne de valeur, il y a évidemment des besoins, des profils attendus pour accompagner le développement de la filière. Donc, je ne vous la commande pas, mais vous le verrez, hein, beaucoup de techniciens, Bac plus 2, Bac plus 3, sont attendus, et voilà, sur des profils que l'on connaît un peu, hein, sur des filières que l'on connaît un peu, évidemment, maintenance, mécanique, électricité, automatisme notamment, mais de plus en plus sur avec des prérequis autour de la science de l'hydrogène, précisément, mais ça, on le verra un peu dans tout ce qui se met en place par ailleurs à travers d'autres dispositifs. Oui, hein, pour les gens qui voudraient avoir vraiment tout le détail, hein, vous avez fait au Cariforef une étude complète là-dessus, et donc évidemment elle est disponible au public sur le site du Cariforef de Normandie, et on l'a mise en lien également à la fin du webinaire. Tout à fait. Alors cette étude date un peu, c'est pour ça que je vous disais que ce que je vous raconte là, et donc l'étude typiquement hydrogène date de 2019, donc elle date, on était au début du développement de la filière. On était un an après le plan régional. Donc voilà, il y a bien sûr beaucoup de choses qui ont évolué depuis, mais en tout cas, les constats restent intéressants à noter. Et on a fait une petite mise à jour en 2024, mais qui est une toute petite focale. Donc voilà, tout ça est à compléter évidemment avec les données plus récentes. Donc dans la production d'hydrogène pur, hein, on a pris deux exemples, hein, sur les métiers et les compétences attendues. Donc, on a pris un métier, un exemple de métier ou de responsable d'unité ou d'usine, avec des compétences attendues en gestion de site industriel, en anglais, en outils numériques. Et les formations attendues, c'était des formations d'ingénieurs généralistes ou d'ingénieurs en efficacité énergétique avec module d'hydrogène, ou d'ingénieurs génie des procédés. Donc ça, c'est un métier, hein, responsable d'unité, un métier qui se développe avec les compétences et les formations attendues qui sont les suivantes. Un autre métier, hein, le technicien de maintenance, avec des compétences attendues en mécanique, en automatisme, en électricité. Là aussi, on est dans le domaine de l'industrie, hein, donc on est dans des domaines qui sont connus par rapport à d'autres processus et d'autres procédés. Des compétences évidemment H2, enfin hydrogène, attendues, notamment des connaissances de base, hein, les règles de sécurité, d'intervention. L'anglais est conseillé, les outils numériques évidemment sont indispensables, mais dans quel métier ces outils-là ne sont pas indispensables, et des formations attendues en le type BTS maintenance des systèmes énergétiques avec une coloration hydrogène, et le BTS SIRA, un contrôle industriel et régulation automatique. Un résumé rapide, hein, de ce que j'ai dit, mais là encore, ce sera confirmé par d'autres propos, notamment je pense qu'Isabelle y reviendra tout à l'heure sur le campus. Donc voilà, là encore, c'est pour vous dire que les domaines que vous avez sous les yeux sont des domaines qui vous sont connus, c'est des domaines de l'industrie, que ce soit les automatismes, l'électricité, la mécanique, la maintenance, le montage, l'assemblage, le génie climatique est un petit, entre guillemets, un petit nouveau, mais du domaine de l'industrie, et que l'hydrogène convoque dans ses process, dans ses métiers, l'ensemble de ces domaines, avec un besoin très fort de techniciens, niveau bac pro à bac plus 2, plutôt bac plus 2 d'ailleurs, hein, et sur des spécialités classiques du monde industriel, mais on le verra, classique, mais avec une coloration de plus en plus nécessaire et requise pour exercer dans les métiers de l'hydrogène pour une filière qui se développe. Ben, merci beaucoup. Alors, Énergie Normandie nous avait aussi poussé une slide sur la chaîne de valeur. Donc là, je pense qu'effectivement, on a déjà vu un bon panorama là-dessus, et ça confirme les profils de postes qui sont recherchés. Beaucoup de techniciens, notamment techniciens de maintenance. Je pense qu'on va le dire de nombreuses fois pendant ce webinaire.
Merci beaucoup pour ce cadrage, Guillaume et Isabelle. Si jamais dans le public il y a des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit en levant la main. Je vais me tourner maintenant vers nos deux professionnels métiers, David et Manal. David, je vais vous donner la main pour que vous puissiez nous parler de vous, de vos missions, de votre parcours, de pourquoi vous êtes venu à faire de l'hydrogène. Donc, bienvenue à vous, David. D'accord, merci beaucoup, merci Alexandra. Voilà, donc je vais me représenter, donc David Honoré, je suis professeur d'université à l'INSA Rouen Normandie, et donc aussi chercheur au CORIA, et quelques mots sur le CORIA, c'est un laboratoire académique qui dépend donc de l'INSA Rouen Normandie, l'université de Rouen, et aussi du CNRS. Nous sommes basés là tout de suite, depuis mon bureau, je suis exactement là, donc dans les locaux du CORIA, sur le campus du Madrier à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et le laboratoire, c'est à peu près 180 personnes. Donc nous sommes à peu près 60 chercheurs, enseignants-chercheurs, et puis un certain nombre aussi d'ingénieurs techniciens administratifs au sein du laboratoire. Et puis les forces vives, ça va être principalement pour nous les doctorants, les doctorantes, et les post-docs, c'est-à-dire des chercheurs qui, après leur doctorat, viennent aussi faire des activités de recherche chez nous. Globalement, les activités du CORIA, c'est tout autour de l'énergie, donc et plus particulièrement sur la décarbonation de l'énergie, de la propulsion de l'industrie sur ses objectifs à l'horizon 2050. Voilà, c'est un vaste domaine, un grand domaine d'activité, et forcément, bien sûr, l'hydrogène a toute sa part, puisqu'on va parler directement d'énergie bas carbone quand on va l'utiliser, et aussi le produire comme on l'a vu. On peut peut-être passer sur la planche Ouais. suivante. Puisque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, mais on a déjà vu une illustration au début, quand on parle de l'hydrogène, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement vaste, puisqu'il faut, pour l'utiliser comme ressource vecteur énergétique décarbonée, il faut déjà le produire. Et là, il y a toutes les activités industrielles principalement autour des méthodes de production. On a parlé d'électrolyse de l'eau, mais aussi de gazification de biomasse et bien d'autres aussi idées, procédés qui restent encore à développer, peut-être moins matures en termes d'industrialisation. Mais il y a déjà toute une grosse partie de production. Puis après, avant d'aller jusqu'aux usages, il y a aussi un point important qui est le stockage de cet hydrogène pour aller vers sa distribution. Et le stockage, il peut être sous une forme de réservoir sous pression, en restant avec de l'hydrogène gazeux. On peut aussi avoir de l'hydrogène liquide, parce que ce qui est difficile avec l'hydrogène, c'est un gaz très peu dense, et donc pour augmenter la densité d'énergie dans un volume donné, ça serait un moyen de le faire, c'est de le liquéfier. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais typiquement, c'est ce qui se passe dans les fusées Ariane. Et là, ça suppose encore des procédés différents. Un autre point qu'on peut faire aussi pour le stocker et le distribuer, c'est d'imaginer mettre de l'hydrogène dans un réseau qui fonctionne très bien, c'est le réseau de gaz naturel. Et là, les opérateurs gaziers travaillent également sur ce point-là. Et il y a d'autres aussi idées par les opérateurs gaziers, type Engie en France, mais d'autres aussi ailleurs en Europe et de par le monde, qui est de construire en parallèle du réseau de gaz naturel, de commencer à construire et élaborer un réseau d'hydrogène qui permettrait de distribuer jusqu'à des sites industriels, mais aussi jusqu'aux applications domestiques. Donc là, c'est une partie stockage et distribution. Et après, on arrive aux usages. Et sur les usages, ça peut être de la mobilité, comme on le voit on a parlé de stations de remplissage beaucoup développées au niveau de la région Normandie, mais aussi de la mobilité lourde auprès de camions, de cars, de bus, puisqu'en Normandie, il y a eu aussi une première démonstration d'utilisation d'un car qui fonctionne à l'hydrogène. Mais on peut aussi imaginer, il y a des actions qui sont aussi autour, on a parlé de chalutiers, on peut parler d'autres navires, mais également aussi autour des avions qui fonctionneraient à l'hydrogène. Ça, c'est une partie mobilité. Et une autre partie aussi qui est très importante, c'est qu'il y a une utilisation pour l'industrie, en tant que ressource énergétique et production de chaleur, et ne plus utiliser des énergies fossiles et utiliser l'hydrogène sur des procédés à très haute température, simplement en brûlant l'hydrogène, simplement entre guillemets.
jusqu'à aller aux applications domestiques. Et vous voyez, quand on voit ce panorama-là, on voit qu'il est très vaste. Et donc, mais on l'a déjà dit, si on parle d'emploi et d'activité autour de ces thématiques, sur ces 3 piliers de l'hydrogène, beaucoup d'opportunités, beaucoup de développements qui se font actuellement. Beaucoup de défis qui sont liés aussi à la recherche, en fait, et comment les chercheurs travaillent pour trouver de nouvelles solutions, notamment pour les industries. Exactement, puisque là, en fait, on voit qu'on change beaucoup de choses quand on va parler de l'hydrogène, sur les moyens de production, de stockage, distribution. Alors, moi, sur mes activités personnelles de recherche au niveau du Coria, moi, je suis un expérimentateur, je réalise des expériences en combustion. On étudie les procédés de combustion, on cherche à mieux comprendre les comportements des flammes, c'est-à-dire comment elles vont pouvoir dégager la chaleur nécessaire, à quel endroit elles vont la dégager, quelles caractéristiques on va avoir, quelle émission de polluants on risque d'avoir également, voilà, et quelle efficacité énergétique de ces procédés de combustion. Ça, ce sont donc nos activités expérimentales, et depuis une vingtaine d'années, beaucoup orientées vers les procédés décarbonés, et notamment l'hydrogène. Mais la question qui se pose, une des questions qui se pose et pour lesquelles on est beaucoup sollicité par nos partenaires industriels, c'est si on prend une application qui fonctionne, qui a été optimisée pour le gaz naturel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si on met un peu d'hydrogène dans une flamme de gaz naturel ou quand on souhaite basculer directement du gaz naturel à l'hydrogène? Voilà typiquement, nous, les sollicitations, les interrogations qu'on a de par chez nos partenaires industriels. Alors, on peut passer à la planche suivante pour avoir une illustration de ça. Ici, vous voyez une première vidéo. Donc, 100% CH4, ça veut dire, ça, c'est une flamme de gaz naturel. Et c'est une flamme qu'on étudie au laboratoire dans le cadre d'un projet, justement, aussi, qui avait été financé par la région Haute-Normandie, par la région Normandie maintenant. Et donc, sur une flamme de gaz naturel. Et puis, on va aller progressivement, on voit augmenter la part d'hydrogène, en passant à 30%, 50%, 80%, jusqu'à aller à 100% d'hydrogène, pour regarder le comportement de cette flamme dans une configuration représentative d'une application industrielle telle qu'on pourrait trouver dans un four de verrerie, de verrerie en Normandie, mais en métallurgie, en sidérurgie, dans tous les procédés, notamment manufacturiers à haute température. Donc, c'est très différent, la flamme. Alors là, nous, ce qu'on voit ici sur cette petite vidéo illustrative, c'est que la couleur de la flamme change, mais quand on va aller, nous, analyser en détail par des mesures directement dans les flammes, eh bien, on voit que l'efficacité énergétique va changer, la structure de la flamme va changer, ses émissions éventuelles polluantes aussi, et c'est tout ça qu'il faut appréhender, c'est tout ça qu'il faut étudier d'un point de vue de la recherche pour mieux comprendre ces différences, et que cette compréhension, cette contribution à une meilleure compréhension, nous, c'est ce qu'on apporte pour aider nos partenaires industriels quand ils vont vouloir, par exemple, modifier ce brûleur-là pour une application donnée, pour être capable d'avoir une souplesse sur le fonctionnement entre gaz naturel, hydrogène à différentes proportions, jusqu'à aller à l'hydrogène pur. Voilà typiquement une illustration de nos activités. Tout à fait. Là, je suis passée à la slide d'après, puisque vous nous aviez évoqué également en préparant un autre exemple d'application très concrète de vos travaux de recherche. Voilà, puisque ce qu'on a vu jusqu'auparavant, c'était une application où on était typiquement sur des flammes qu'on trouvait dans des fours industriels, mais si vraiment le domaine de l'hydrogène et son utilisation, il va vraiment partout. Je parlais un petit peu de mobilité, mais je ne ferai pas d'illustration dessus aujourd'hui, mais ça va jusqu'à directement chez nous, comme ici, une activité de recherche, un projet que nous menons actuellement au Coria avec la société Crampouz, qui est une société bretonne qui fabrique des crêpières. Ce sont en fait les leaders mondiaux sur la fabrication de crêpières, et notamment de crêpières gaz. C'est vraiment la référence mondiale, puisque c'est l'homogénéité de la chauffe sur la plaque de fonte qui va donner la meilleure qualité de fabrication de la crêpe. Et quand Crampouz est venu nous voir en disant ils ont un système qui est complètement optimisé pour le fonctionnement de gaz naturel, qu'est-ce qui risque de se passer si on va augmenter la part d'hydrogène en mélangeant avec le gaz naturel et peut-être aller jusqu'au 100% hydrogène. Voilà typiquement le type de problématique très très actuelle de recherche. Alors là, une illustration, ce qu'on voit au centre de la planche, c'est l'ensemble, un exemple de petites flammes, comme on le voit
en bas à gauche, quand on retire la plaque de fonte, en fait, dans cette configuration, on a plein de petites flammes qui vont permettre d'avoir une chauffe très, très homogène. Et quand on regarde chacune de ces petites flammes qui fait 2 mm de haut, eh bien, on voit que quand on augmente la part de la proportion d'hydrogène qu'on voit sur le chiffre qui évolue de 0 jusqu'à 75%, ça change complètement la structure de cette toute petite flamme. Et alors, ça va changer le comportement et l'efficacité, notamment énergétique, et de fonctionnement de cet appareil de cuisson, de cette crêpière. Et on a besoin d'avoir ces connaissances-là pour que derrière, elles soient utiles et qu'on puisse développer, en tout cas nos partenaires industriels puissent développer des procédés flexibles, comme je l'ai dit. Je ne parlerai pas plus du reste. Nous, nos activités, c'est vraiment d'étudier l'ensemble des flammes. Mmh. Merci David. Quand on a préparé, moi je vous avais posé des questions aussi sur pourquoi l'hydrogène finalement? Pourquoi est-ce que vous aviez choisi de vous dédier à cette filière-là? Est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu? Pourquoi ce goût? Parce que en fait, on sait que on aura besoin d'énergie. Là, on aura toujours besoin d'énergie. Un moyen de faire de la chaleur, de faire de l'énergie, c'est la combustion, c'est de faire des flammes. Et actuellement, 85% de la production de chaleur est faite à travers une flamme, à travers des procédés de combustion. Le problème, quand on va utiliser des ressources fossiles, c'est qu'on va notamment émettre du dioxyde de carbone, donc un gaz clairement responsable du réchauffement climatique, et il faut réduire ces émissions-là, mais sans pouvoir dire on va complètement arrêter la combustion. Il y a certaines activités qu'on peut changer, par exemple en électrification, mais il y a certains procédés pour lesquels il faut conserver des procédés de combustion, mais alors se tourner vers des ressources, vers des combustibles décarbonés. Et le premier combustible décarboné auquel on pense, c'est directement l'hydrogène. Et c'est ça qui motive vraiment beaucoup d'activités en combustion sur l'hydrogène. Et comme on le voit ici, entre des mélanges entre gaz fossile ou gaz naturel, hydrogène, jusqu'à aller au 100% hydrogène. Voilà. Merci. J'avais une dernière question. On a parlé tout à l'heure de métiers en tension, des métiers de demain. Vous, de votre point de vue, ça va être quoi l'hydrogène de demain, les grands défis, les grands métiers? Une première chose qu'on peut dire, et ça c'est une question qui pouvait se poser il y a encore une dizaine d'années, c'était oui, il y avait une opportunité éventuelle sur le déploiement de l'hydrogène pour une transition énergétique décarbonée. La question, elle ne se pose plus. C'est clair que l'hydrogène n'est pas la solution unique, mais parmi tout le mix énergétique, sur une énergie décarbonée, l'hydrogène a vraiment une part importante, et c'est sûr. Et donc, ça veut dire que derrière, il y a tout le déploiement dont on a déjà parlé sur les différents projets, et à travers ça, toutes les opportunités ou toutes les modifications ou tous les futurs emplois que ça va générer. Et on l'a dit, surtout, alors ça reste des procédés techniques, technologiques, donc un besoin clairement d'ingénieurs, de techniciens, aussi bien pour de la recherche et développement, de la production et de la maintenance de ces installations-là. Mais comme c'est un grand domaine qui se développe, il y a aussi, on en a parlé un petit peu, je crois, de développement sur un aspect business également, qui va être aussi beaucoup développé et orienté vers des activités hydrogènes. Et il y a aussi des choses auxquelles on peut penser sur les modifications réglementaires liées à l'hydrogène. Et là, on n'est plus du tout dans l'aspect technologique. Voilà, il y a tout cet aspect-là, ce grand panel, de mon point de vue, dans cette nouvelle thématique. Merci beaucoup, c'était très clair. Surtout s'il y a des questions, n'hésitez toujours pas à nous les poser. Et je vais passer la main à Manal. Alors, je vais arrêter le partage pour que tu puisses nous partager ton support, Manal. Super, merci Alexandra et merci David pour les explications, c'était super clair. Je vais pouvoir compléter avec mon humble expérience dans l'hydrogène. Alors, je partage mon écran. Ouais, donc tu vas pouvoir nous parler de tes missions, de ton entreprise, de tes activités. Je t'en prie. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Ok. Super. Alors, pour commencer, je vais commencer par parler par mon entreprise et ensuite je vais parler de mes missions, comme ça sera, je pense, plus parlant.
Donc, l'entreprise Gassio, elle fait partie d'une entreprise italienne qui s'appelle Pietro Fiorentini, qui est basée en Italie. Et donc, en fait, Gassio en Normandie, avant, ça s'appelait Briffaut. Je ne sais pas si les anciens connaissent un petit peu. Donc, c'est à Remilly-sur-Andelle, pas loin de Rouen, à 30 minutes de Rouen. Et donc, en fait, Briffaut, avant, il faisait des fours. Et donc, par la suite, ça a été acheté par Gassio. Et donc, en fait, maintenant, Gassio est basé en Normandie. Donc, les domaines d'activité ont principalement l'extraction et la production d'huile, la transmission. On est dans tout ce qui est industrie centrale, on fait de la distribution de gaz. Et dernièrement, on fait aussi du biométhane et les gaz renouvelables, dans l'hydrogène. Donc, les fabrications, on fabrique les stations d'injection de biométhane, des unités d'épuration de biogaz, tout ce qui est poste des détentes gaz, donc avec des hautes pressions, des moyennes pressions et des basses pressions. Des coffrets équipés et des régulateurs de pression gaz qui sont donc faits maison, donc soit faits en Italie, soit faits en Normandie. Et on a un service SAV, donc un service après-vente qui intègre aussi la maintenance des postes. Les autres produits, donc tout ce qui est fabriqué en France, en Normandie ou en Italie, ce sont des régulateurs, des compteurs haute pression, donc à turbine avec les différentes pressions, des compteurs à membrane, des vannes, tout ce qui est compteur de gaz domestique, en fait ce que vous avez à la maison. Et pour le biométhane, donc depuis 2015, donc il y a à peu près 10 ans, Gassio a intégré le marché du biométhane et donc on a injecté plus de 220 stations d'injection de biométhane en basse et haute pression un peu partout en France et aussi en Europe. Et aussi, donc on est le seul fabricant d'unités d'épuration en France. Donc on fait de la conception jusqu'à la mise en service. Donc on a un bureau d'études, on a la prod, on fait une installation et on fait la mise en service et on fait la maintenance après la mise en service. Donc voici quelques références pour quelques unités d'épuration en France, si vous reconnaissez un petit peu, donc dans l'Eure, en Essonne et en Vendée. Et les certifications, donc Gassio est certifié ISO 9001 et on est engagé aussi à être certifié bientôt 14001 et 45001. Donc pour les énergies renouvelables, donc en fait on reparle des unités d'épuration et du biométhane. L'entreprise aussi a racheté l'entreprise en Italie qui fait des compresseurs de gaz. Et on a intégré, donc en fait on a gagné le prix donc, au salon Bio 360 pour l'innovation ZOE, donc Zero of Gas Emission. Donc en fait c'est une installation qui permet de récupérer le CO2 qui est émis par les unités d'épuration, on le capte et après on le revalorise. Donc soit on le vend pour des stations, pour des installations comme par exemple le soda qui peuvent le mettre en bulle, ou sinon pour d'autres installations plutôt chimiques. Donc l'hydrogène, ce qui nous intéresse. Donc Pietro Fiorentini a acheté une entreprise en Italie qui s'appelle ITER, donc c'est une entreprise sœur de Gassio, on va dire, qui fabrique des électrolyseurs en Italie. Et donc nous, on les redistribue en France. Donc c'est fait maison, c'est toujours dans le groupe, et nous, on les revend en France et ITER s'occupe de les vendre en Europe, ou partout dans le monde d'ailleurs. Pour la méthanation biologique, je pourrais peut-être en parler très rapidement. Donc la méthanation, en fait, on peut combiner l'hydrogène avec du CO2 pour avoir en fait encore du CH4, un peu comme la méthanisation. Et donc les solutions hydrogène, l'entreprise, elle vend en fait des régulateurs de pression. Donc tout ce que vous avez vu en gaz, on peut aussi l'adapter et le vendre en hydrogène. Donc on a un laboratoire en Italie qui permet de les certifier et de les tester. Donc tout ce qui est régulateur de pression, compteur ultrasonique et toutes les vannes, donc notamment les vannes à boisson sphérique, les vannes de régulation et les compteurs aussi. Là, c'est quelques certifications d'Italie pour permettre en fait de dire que les équipements ont bien été testés et peuvent être adaptés 100% hydrogène. Et donc une référence Gassio hydrogène pour l'utilisation, donc je complète un peu ce que David a dit tout à l'heure. Donc Gassio a réussi à faire une unité de production et stockage d'hydrogène en Bretagne en partenariat avec l'entreprise H2X Écosystème. On s'est occupé alors de la partie, en fait, le client, il fournissait les panneaux solaires. Et donc, nous, par la suite, on récupérait cette électricité, on l'intègre dans notre électrolyseur pour pouvoir changer l'électricité en hydrogène. Ensuite, l'hydrogène, ici, c'est l'électrolyseur. Donc, en fait, l'hydrogène, ensuite, il est envoyé ici par un compresseur pour pouvoir le comprimer. Il est stocké d'abord en 25 bars ici.
dans un petit stockage. Ensuite, il intègre directement le compresseur hydrogène, et donc on le comprime de 25 bars à 300 bars, et ensuite il est stocké dans le grand stockage ici. Donc nous, on s'arrête là, notre installation s'arrête ici, et H2X par la suite donc récupère cet hydrogène qui est ici, là dans le grand stockage, l'intègre dans leur pile à combustible, qui permet donc de rechanger l'hydrogène en électricité, et pouvoir le stocker ici dans les batteries, et pouvoir l'utiliser ou alimenter en fait leur usine dès qu'ils ont des pics de consommation. Ça notamment, c'est un exemple concret de ce que David expliquait tout à l'heure pour des solutions à power to power. Ça Voici marche. pour la petite présentation. Ouais. Dis-moi, Alexandra. Et ben du coup, toi, qu'est-ce que tu fais exactement dans tout ça? Quelles sont tes missions? Alors, mes missions, en fait, moi, je suis chef de projet hydrogène. Donc en fait, c'est un peu spécial parce que les chefs de projet, ils s'occupent vraiment que du pilotage de projet, on va dire. Mais pour ma part, dans le service hydrogène, on est deux. Donc, je suis avec mon responsable. Et en fait, on se partage pas vraiment les tâches parce qu'on fait tous les deux de tout. Donc, en fait, je fais l'aspect commercial. Donc, en fait, je m'occupe d'aller vers les clients, de pouvoir chercher des projets et de pouvoir répondre aux projets, en fait, trouver des appels d'offres avec mon responsable. Ensuite, on répond à l'appel d'offres, donc on fait du chiffrage, on soumet des offres pour pouvoir apporter le projet. Et par la suite, dès qu'on a le projet, donc on fait les études, on regarde pour la conception. Et par la suite, ça passe en production. Donc on veille à ce que tous les équipements puissent être produits sur place avec les pressions et qu'ils puissent sortir en temps et en heure de l'usine. Et par la suite, donc on a la maison service, on veille aussi à la maison service. Ensuite, on accompagne les clients de la maison service jusqu'à la maintenance ou jusqu'au service après-vente. Oui, donc c'est beaucoup plus large que, j'allais dire juste ingénieur, c'est déjà énorme, mais ingénieur et tu fais Oui. aussi commercial en fait. Oui, tout à fait. C'est Ce ça. qui peut arriver quand les structures dédiées sont plus petites en fait. Hein. Exactement, le service, c'est vrai qu'on cherche notamment à pouvoir élargir plus le service et avoir en fait plus de responsabilités chacun, en pouvoir en fait en répartissant les tâches vraiment par activité, on va dire. Oui, bien sûr. J'ai une question dans le chat. Est-ce qu'une des plus-values de l'hydrogène, c'est de pouvoir être stocké et mobilisable à souhait? Exactement, exactement. C'est ce que David d'ailleurs a pu intégrer tout à l'heure, c'est que l'hydrogène, il peut être en fait stocké et utilisé dès qu'on a des pics d'électricité, il peut être stocké pendant longtemps et par la suite, il peut être utilisé dès que pour X raisons, on n'a plus d'électricité, on a des pics et on va en fait renforcer l'usine par de l'électricité. Donc ça aussi, ça peut servir. Dans les projets de l'entreprise, est-ce qu'il y a des exemples que tu pourras nous donner de projets actuels? Je pense que pour compléter David, il a parlé tout à l'heure de flammes. Les flammes, donc, en fait, pour pouvoir mélanger l'hydrogène avec du CH4. Notamment, en fait, on a des acteurs de gaz qui viennent nous voir pour pouvoir alimenter leur chaudière. Donc, en fait, au lieu d'alimenter la chaudière directement par du gaz CH4, donc les flammes classiques, ils demandent à alimenter en fait leur chaudière par un mélange hydrogène, donc soit 20% hydrogène, 80% CH4, ou l'inverse, 80% hydrogène et 20% CH4 pour pouvoir décarboner en fait et pouvoir limiter les émissions carbone. Donc vraiment, les chaudières que vous avez à la maison, ils peuvent être 100% CH4, ils peuvent aussi alimenter par 100% hydrogène en fonction du prix, bien sûr, en fonction des équipements qui sont installés dedans. Toi, Manal, qu'est-ce qui t'a amené vers l'hydrogène? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de ton parcours et de pourquoi tu as choisi cette filière-là? Alors, moi, personnellement, donc, en fait, j'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai intégré les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. J'ai passé les concours. Et ensuite, j'ai intégré l'école des mines à Dunkerque, qui avait ouvert, on était de la deuxième promotion, qui avait ouvert sa filière en génie énergétique, donc pour les énergies renouvelables. Donc, pendant 3 ans, j'étais en alternance chez GRDF à Rouen. Et en fait, chez GRDF, j'ai travaillé les 2 premières années vraiment tout ce qui était maintenance gaz classique. Et la dernière année, j'ai travaillé sur le biométhane. Donc, en fait, c'est là où j'ai vraiment vu le concret par rapport à mes études et par rapport à la théorie que je voyais. Donc, le biométhane, c'était vraiment du gaz renouvelable et ça intégrait vraiment les énergies renouvelables. Et on a eu aussi des cours d'hydrogène, vraiment comme ce qu'expliquait David, vraiment par rapport aux flammes, vraiment pouvoir expliquer et comprendre vraiment l'hydrogène en tant que gaz.
Et c'est là mon intérêt que j'ai pu en fait trouver le poste d'ingénieur hydraulique chez Gassio et j'ai intégré Gassio par la suite. D'accord, ça marche. Euh, on a parlé en préparant quand même de défis de la filière. Tu parlais notamment du coût et voilà, les acheteurs potentiels, ça reste pour l'instant pas à la portée de toutes les bourses, c'est ce que tu avais l'air de dire. Bien sûr, bien sûr. En fait, l'hydrogène, c'est vrai qu'on entend tout le monde parler d'hydrogène, on fait des salons hydrogène, mais le prix, on a en fait des personnes qui peuvent venir me voir directement. Par exemple, le Power to Power que je vous ai montré, ils peuvent dire bah, pourquoi on n'utilise pas juste les panneaux solaires directement et on alimente l'usine avec de l'électricité verte, qui est aussi donc l'électricité verte, les panneaux solaires bien sûr, mais pouvoir le stocker et le déplacer. Mais c'est vrai que niveau coût, niveau rentabilité, je ne pense pas que ce soit le moins cher, d'où les défis en fait de trouver des projets hydrogène en ce moment-là sur le marché. Et puis les défis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des métiers de demain et de viser à ce que ça effectivement Exactement. devienne moins cher. Ça passe notamment par des travaux de recherche, quoi. Pardon. On... Oui, je t'en prie. Non, j'ai juste dit bien sûr, je vais confirmer Ouais. ce que tu disais pour compléter. Hmm. On n'a pas encore parlé de mixité. Alors, c'est vrai que moi, je suis ravie qu'on ait une femme ingénieure hydrogène. Est-ce que toi, c'est une question que tu t'es posée? Est-ce que c'est une filière voilà, où il y a beaucoup de femmes ou pas du tout? Ou c'est pas du tout une question que tu t'es posée, toi? Alors, très sincèrement, après mon bac, je me posais vraiment pas la question de me dire ingénieur avec un E ou sans E, est-ce qu'on Hmm. peut être femme en étant ingénieur? Mais en intégrant les classes préparatoires, surtout la deuxième année, je me commence à poser la question. En deuxième année, j'étais la seule fille parmi 7 garçons. On n'était déjà pas beaucoup. Et ensuite, quand j'intégrais l'école d'ingénieur, on était 7 filles par 20 garçons. Donc, Hmm. on se posait vraiment des questions, mais je pense personnellement, la mixité elle est vraiment une vraie richesse. En fait, ça permet d'apporter des visions complémentaires entre les hommes et les femmes dans tout ce qui est projet et surtout dans la technique et dans un domaine aussi innovant que l'hydrogène. Hmm. Mais personnellement, je n'ai jamais vu le fait en fait d'être une femme comme un frein. Mais c'est vrai que dans les métiers techniques, on reste encore une minorité malheureusement. Hmm. Mais j'encourage en fait vraiment les jeunes femmes à rejoindre cette filière, donc tout ce qui est énergie renouvelable et aussi l'hydrogène, parce que je pense personnellement que l'hydrogène est une énergie d'avenir et de demain. Et il est essentiel en fait que toutes les compétences et toutes les sensibilités soient présentées pour pouvoir relever ce défi technique et logique dès le début. Ouais, merci. On pourra l'évoquer peut-être avec Ludovic tout à l'heure, hein. Je ne sais pas s'il y a Bien beaucoup sûr. de jeunes femmes dans son BTS, mais il va y avoir des besoins énormes, notamment en technicien de maintenance. Donc oui, ça se conjugue au féminin. On peut être technicienne aussi, ingénieur. Et merci d'être venue en témoigner, Manal. Avec plaisir. Je vais repasser la parole à Isabelle pour qu'elle puisse évoquer maintenant. On va faire un focus plutôt sur les formations. Donc, je vais repartager, Isabelle, ton support pour que tu puisses voilà, reprendre le fil. Et donc là, je diffuse la slide sur le projet H2 neutralité carbone. Avec coordination au nom du campus, le CEN, campus d'excellence internationale Normandie Énergie. Donc on va pouvoir rentrer plus dans le Oui, vif du sujet. Tu me dis quand il y a la slide pour tout le monde. là, il y a la slide sur le pilotage, donc avec Elodie et toi-même. Alors, donc le projet HNLC, en fait, pour répondre à tous ces besoins, ces futurs métiers d'avenir. L'objectif, Clara, tu me reprends hein, si je suis à côté, mais l'objectif, oui, Isabelle, tu m'entends? Oui, Ah ben c'est bon. super, oui, vas-y, je t'en prie. Alors, j'étais en train de vous dire que l'éducation nationale s'est rapprochée d'une quinzaine de partenaires, des collectivités, des organismes de formation pour répondre justement, pour accompagner tous ces besoins en futurs métiers. Et l'objectif du projet H2NC porté par le campus, c'est la création du premier réseau de formation professionnelle de la filière hydrogène décarboné en Normandie. Ce projet, en fait, il est
lancé dans le cadre du programme France 2030, dans le cadre d'un ANI-CMA, donc un appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Réseau pour Isabelle. Donc Isabelle, elle est chef de ce projet-là et effectivement en lien direct avec Élodie Rivet-Nicolas qui est la directrice opérationnelle du projet. Et on voit que ce projet, effectivement, il est fait en partenariat avec tout un consortium dont l'Agence régionale de l'orientation est membre. Donc on voit là le réseau des différents acteurs et des différents partenaires du projet. Oui, Isabelle, je suis passée au réseau d'acteurs, je me suis permise d'avancer un tout petit peu. C'est que le projet, en fait, H2NC qui vise à créer le premier réseau de formation professionnelle en Normandie, donc est financé à hauteur de 13,4 millions. Et effectivement, donc moi, je suis chef de projet pour coordonner l'ensemble de ce programme en Normandie, qui, du coup, permet d'envisager la création de 24 modules de formation du CAP jusqu'au bac+8. L'idée, c'est de former 5 580 personnes en Normandie avec 3 objectifs principaux. La création des dispositifs d'attractivité en fait pour sensibiliser le tout public, mais les futurs étudiants, les futures personnes en reconversion à s'orienter vers ces nouveaux métiers. Donc on a des opérations, des événements qui permettent de parler davantage sur justement ces nouveaux métiers et toute la filière hydrogène décarboné. Et surtout, le point final, c'est de créer le futur réseau de type ALUMI, c'est-à-dire de pouvoir créer des CVTech et faire en sorte de créer, de mettre lien les futurs chercheurs d'emploi de la filière avec les futurs employeurs. Voilà. Le parcours, le premier axe visant les 4 modules de formation, donc en gros un slide qui permet de vous représenter les différents modules. Donc ça concerne effectivement de la coloration de parcours diplômes existants déjà, de parcours, mais c'est aussi de la création de diplômes aussi, et on s'y attelle avec les différentes structures de formation. Oui. Ouais. Et on a vraiment 2 totems voilà, qui sont à retenir. Là, je peux pas, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de vous expliquer, mais on est bien le site de Bolbec en priorité et le site de Vernon, le campus de l'espace notamment, avec Ariane Group, qui est un de nos partenaires majeurs dans le dispositif. Voilà, mais on a des organismes de formation comme les pôles de formation IUMM, notamment Rouen-Dieppe, de l'Estuaire, voilà, et le CNAM aussi de Normandie sur un certain nombre de formations. Ok. Donc, effectivement, ce projet invite à la fois aussi faire découvrir la filière au travers des formations. On travaille avec l'Alliance régionale de l'orientation et des métiers à l'occasion de salons des métiers, à l'occasion de rallyes des métiers, où on peut vraiment vous faire découvrir les différents métiers, parler, échanger avec les publics qui sont soit dans des parcours en collège, en lycée, et qui envisagent ensuite faire connaître. Donc, ça passe aussi, par exemple, par la route de l'hydrogène décarboné. Donc, en fait, l'idée, c'est de proposer des parcours pédagogiques interrégionaux entre, par exemple, la Normandie et l'Île-de-France, et de faire découvrir sur tout le long de l'axe de la Seine, la diversité de l'hydrogène décarboné, avec des visites en entreprise, des laboratoires de recherche, voilà. Donc, on a plusieurs, effectivement, axes en partenariat avec nos partenaires pour pouvoir parler de cette nouvelle filière. Et puis, le troisième défi, je le disais, à la clé, évidemment, ce sera de pouvoir à la fois faire ce réseau de personnes qui sera ensuite, qui permettra de constituer
comment dire, ce vivier de personnes à la fois qui sera en activité et ceux qui devront, qui souhaiteront le public visé concernant la fois la formation initiale, mais la formation continue des demandeurs d'emploi qui sont en évolution professionnelle. Et donc, du coup, on envisage de cibler 3400 jeunes en orientation en formation sous le statut scolaire, 1900 jeunes en formation sous statut apprenti, parce que ça concerne aussi l'apprentissage, et puis 290 salariés en poste. Ouais. en demandeurs d'emploi, c'est important. Et il y a effectivement plus de 40 établissements de formation qui, du coup, passent aussi à tout ça pour pouvoir anticiper nos besoins de demain en région, puisque l'objectif de la région Normandie, c'est vraiment de devenir le leader européen, un leader européen de cette filière décarbonée. Voilà. Okay. L'idée, c'est que on est vraiment dans cette dynamique-là et elle est proche. C'est aujourd'hui, c'est dès aujourd'hui. Et nous, le projet, on a jusqu'à 2029 pour pouvoir sortir toutes ces 24 formations au service du public et de nos usagers. D'accord. Donc, voilà. Je diffuse la cartographie territoriale des projets industriels et des formations pour qu'on voit bien le maillage. Effectivement. Il y a la cartographie, là, c'est juste, effectivement, vous pourrez la reprendre, mais au moins, au moins, ça vous donne vraiment le vivier des ressources et des intentions qui sont visées sur notre territoire. Concernant la formation en Normandie, avec notamment des exemples plus concrets. Oui. Bac plus 2. Allô, je vous Oui. entends plus. Oui, je t'en prie, vas-y Isabelle. Ça Je sais pas, est-ce que reprend la main sur cette... Oui, tout à fait. Arrêtez avec nous, puisqu'il y a des questions pour Isabelle, vous n'hésitez pas à lui poser. Je vais rebondir là, tu as parlé beaucoup de formations à venir, mais effectivement, il y a des formations qui existent déjà et on va pouvoir en parler un petit peu. On a effectivement le BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques du lycée Coubertin de Bolbec, et puis on a la formation aussi diplôme d'ingénieur en efficacité énergétique qui est avec deux écoles, le CNAM et l'IT2I. Je vais proposer à Baptiste peut-être de prendre la parole. Baptiste, vous avez fait cette école d'ingénieur, ce diplôme en partenariat IT2I CNAM. Bonjour Baptiste. Oui. Bonjour à tous. Oui, exactement. Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de cette formation-là, puis peut-être de ce que vous faites maintenant, parce que là, vous êtes parti de Normandie, mais vous êtes toujours dans l'hydrogène. C'est ça. Alors, je vais commencer par l'IT2I, en partenariat avec le CNAM. Donc, ils ont une formation d'efficacité énergétique qui se déroule sur 3 ans et qu'on fait en alternance. Et là, récemment, ils ont ouvert la dernière année avec une possibilité de choisir sur un parcours plutôt dédié efficacité énergétique. Donc, on reste sur le même sujet, ou de partir sur un peu plus une formation sur l'hydrogène, donc se spécialiser sur l'hydrogène sur la dernière année. Et donc, dans cette partie où on se spécialise, on va revoir toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc production, stockage, transport. On va avoir aussi un peu d'opération de maintenance. Donc, on va essayer vraiment d'avoir une vue globale sur l'hydrogène, sur le monde de l'hydrogène, sur le futur que l'hydrogène pourrait avoir. Donc ça, c'est actuellement ce qu'on peut faire à l'IT2I Normandie, dans la filière efficacité énergétique. Et moi, juste après ça, parce que j'étais encore dans les années où ça n'existait pas. Donc, on avait eu des cours sur l'hydrogène, mais cette formation et cette spécialisation en 3e année, elle n'existait pas encore tout à fait. Du coup, moi, après l'IT2I Normandie, je suis allé à l'IFP School, qui ont ouvert cette année un master spécialisé sur l'hydrogène. Et ça, c'est à peu près dans la même vision que l'IT2I Normandie. C'est vraiment voir toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production au stockage, au transport, voir des cas particuliers, voir aussi une partie business, voir la partie réglementaire. Donc, c'est vraiment avoir une vue d'ensemble
sur l'hydrogène et comment cette filière fonctionne. Et vous, votre parcours avant finalement cette école d'ingénieur, enfin cette formation d'ingénieur, c'était quoi? Parce que c'est important, on a parlé tout à l'heure des classes prépa, mais effectivement, il y a plein d'autres façons de venir travailler dans l'hydrogène et d'y devenir ingénieur. Et C'est donc, c'est ça. votre Alors cas. moi, j'ai fait un bac S et suite au bac S, je suis allé en DUT génie thermique et énergie à Rouen. Donc j'ai fait 2 ans de DUT et juste après ce DUT, je suis allé directement à l'IT2I. D'accord. Donc effectivement, hein, on va parler du BTS. On a déjà parlé de formation d'ingénieur, mais il y a aussi des BUT, hein, les formations universitaires dans le domaine, qui sont très intéressantes. C'est ça. Et donc vous, Baptiste, vous avez eu envie de vous spécialiser là-dedans. Je crois que c'est en lien avec Ariane. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est ça, c'est qu'en fait, nous, l'IT2I Normandie, le campus est basé juste à côté de l'entreprise Ariane Group. Et on a eu des cours et de l'introduction à l'hydrogène à l'IT2I, comme je vous l'avais dit. Et c'est beaucoup de chercheurs, de personnes qui travaillaient chez Ariane Group, justement sur la fusée, qui sont venus nous donner des cours, nous parler de l'hydrogène, nous parler de comment on l'utilise, de la partie sécurité, du futur de l'hydrogène aussi. Donc c'est un peu toute cette introduction sur l'hydrogène. Et un de mes professeurs qui allait été deuxième Normandie, qui m'a beaucoup aiguillé sur l'hydrogène et qui est un peu un passionné de l'hydrogène, qui m'a dit bah, l'hydrogène, c'est une filière d'avenir, il y aura des métiers, donc pourquoi pas te spécialiser là-dedans. Et du coup, je me suis dirigé là-dessus. Hmm. On a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé, mais du projet avec Air Liquide. Je crois que ça fait partie des projets de votre entreprise actuelle, hein. Alors, oui, Normandaille, c'est un électrolyseur. C'est Normandaille dont vous parlez, c'est ça l'électrolyseur? Oui, C'est ça, alors ça fait partie, Normandaille va produire de l'hydrogène vert, du coup, qui, pour Total Energy, parce que je travaille du coup actuellement chez Total Energy, je suis stagiaire pour 6 mois. Et Normandaille va servir à alimenter notre raffinerie de Normandie en hydrogène vert. Voilà, pour la petite d'accord. histoire. Là, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet sur lequel vous travaillez pour qu'on voit un petit peu bah, ce que vous faites? Alors, moi, je suis plutôt sur la partie business euh, Total Energy pour faire l'histoire. Ils ont lancé il y a 2 ans un appel d'offres hydrogène vert pour fournir à toutes nos raffineries de l'hydrogène vert et donc de passer de l'hydrogène gris qui était carboné à de l'hydrogène vert à horizon 2030. Donc moi, je travaille un peu sur l'appel d'offres, donc plutôt sur la partie business, donc voir un peu toutes les possibilités, toutes les offres qu'on va recevoir, les offres de prix, les offres d'hydrogène vert qu'on va recevoir par différents acteurs qui veulent construire des électrolyseurs et qui ont besoin de vendre leur hydrogène. Donc, il y a des acteurs français, des acteurs étrangers. Il y a énormément de personnes qui ont répondu à cet appel d'offres. Et donc, moi, je suis plutôt sur cette partie-là, d'accompagner les équipes et de trouver un peu quels projets sont les plus matures, les plus intéressants, et en termes monétaires aussi, les plus intéressants, les moins chers. Et tout ça dans l'objectif, du coup, de réduire notre empreinte carbone. D'accord. Pour terminer avec vous, Baptiste, bah, en préparant, je vous ai posé la question de la suite, hein. Qu'est-ce que vous alliez faire après? Vous m'avez évoqué le fait que vous n'aviez pas un métier précis en tête, mais plutôt l'international déjà, ça c'est certain. C'est ça. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore. La vision n'est pas très claire. Ce que j'aimerais bien, c'est partir sur un VIE d'1 an ou 2 ans pour avoir une expérience un peu plus à l'étranger. Parce que je pense que c'est des expériences qui sont importantes et c'est là qu'on apprend beaucoup. Après, si on me propose un CDI juste après, je dirais pas non non plus. Donc, c'est un peu. Les trois options, ce serait un graduate programme, un VIE ou du coup partir sur un CDI. Hmm. Donc à voir les possibilités qui s'offrent après. D'accord. Mais effectivement, il y a des possibilités à l'international liées à l'hydrogène. Ça, en tout cas, vous l'avez identifié. Ouais, il y en a plutôt pas mal. Il y a pas mal de pays qui ont lancé des politiques sur l'hydrogène
Mm. qui ont beaucoup de projets aussi sur l'hydrogène. Donc, c'est possible en France, en Europe, il y en a beaucoup aussi, puis à l'étranger, pareil. Ben, merci beaucoup, Baptiste. Merci Merci. beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé voilà, des Bac+5, mais c'est important aussi qu'on puisse parler de nos formations Bac+2. Et donc, j'accueille Ludovic Lenné pour qu'on puisse parler de cette formation à Coubertin, à Bolbec. Rebonjour à tous. Rebonjour. Alors, Ludovic, je vous laisse nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette formation. Et puis, c'est ce lieu totem dont on a déjà parlé un petit peu, mais que vous allez pouvoir évoquer un peu plus. Oui, tout à fait. Alors, ça a déjà été un peu dit tout à l'heure. Nous, on fait partie au lycée Pierre de Coubertin. On a participé à la MICMA France 2030 avec le CEN. Et du coup, on a 2 phases du projet hydrogène sur Bolbec qui sont créées au lycée. Au départ, il devait y avoir un lieu totem à l'externe de l'établissement, mais en fin de compte, tout va se réaliser dans l'établissement scolaire. Donc, la première phase, c'est le BTS, maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques, avec une coloration hydrogène qui a ouvert en 2021 au lycée. Ça, c'est une demande de Cosenaglo, hein, qui était vraiment partie prenante du projet pour que ça ouvre, que ce BTS ouvre sur le territoire, puisque les besoins vont arriver avec les différents projets. On en a cité quelques-uns, mais il y en a bien d'autres. Donc le BTS a ouvert, la coloration hydrogène malheureusement a pris du retard puisque l'installation va être finalisée au mois de juin cette année au niveau des habilitations, au niveau du passage des normes. C'est pas forcément évident non plus, c'est assez nouveau et le fournisseur a eu un peu de mal. On est dans un établissement public à l'intérieur de locaux en dur. Effectivement, si on était à l'extérieur ou dans des conteneurs, ça aurait été plus simple. Mais bon, voilà, la structure fait que c'est un petit peu plus long que prévu. Donc, nous, on va être équipés. Alors, on est déjà équipé sur le BTS de tout ce qu'il faut pour faire du chaud, du froid, différentes technologies. La partie hydrogène, ça va être un hydrolyseur qui va nous permettre avec des panneaux solaires et de l'eau osmosée, de faire de l'hydrogène. Et l'utilisation aussi de cet hydrogène avec pile à combustible. Et comme c'est de la maintenance, on va avoir les 2 éléments, hydrolyseur et pile à combustible, en démontage pour que les jeunes puissent justement faire les interventions de maintenance préventive, de maintenance corrective, réparation et autres. Donc ça, c'est en route. La deuxième phase, c'est pour ouverture 2026. C'est ce fameux lieu totem de formation, un lieu mutualisé qui permettra de découvrir l'hydrogène et l'utilisation qu'on peut en faire. C'est en cours de création. Ça sera deux Algeco au sein de l'établissement. Et ça offrira la possibilité à d'autres centres de formation, privés, publics, entreprises, de pouvoir les utiliser avec une partie plutôt descendante, hein, du cours un peu classique de l'information, et une partie plutôt démonstration avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, des petits modules. On se base dans l'idée de ce qui est fait par l'UMM sur l'école, l'espace champion de l'industrie. Je pense que tout le monde voit à peu près comment on fonctionne. C'est pour promouvoir les métiers de l'industrie. Et là, ça sera pour promouvoir un petit peu les différents métiers de l'hydrogène. Donc, c'est le projet. Il y a un recrutement, j'entendais tout à l'heure que certains pouvaient chercher du boulot. Il y a un recrutement d'un chef de projet sur la partie hydrogène et pédagogique, création pédagogique de ce module-là, qui est fait avec Cosenaglo. On a déjà fait quelques entretiens, on en a encore d'autres semaine prochaine. Et on espère que tout va se déclencher. Là, ils sondent le terrain sur tout ce qui est partie structurelle, installation, mais que tout va se déclencher au niveau pédagogique et création des modules avec ce chef de projet. Donc voilà pour les 2 lieux. Le petit retour plutôt négatif, c'est qu'au départ, dans tout ce qui était prévu en termes d'emploi, en termes d'offres de stage, il y avait énormément de potentiel sur le secteur. On est un peu échaudé, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur notre BTS MSEF, on n'a que des entreprises de l'énergétique. On a une seule entreprise, bien sûr, Air Liquide, qui nous a suivis et qui nous prend un stagiaire et un apprenti par an, puisqu'on fait aussi de l'apprentissage.
mais on a très, 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 très peu de contacts avec des entreprises. Oui, des futurs projets, etc. Ils viennent nous voir, et, ils nous en parlent, mais concrètement, pour nos jeunes qui sont actuellement en formation, on n'a rien à part Air Liquide sur le projet hydrogène. Tous les grands de notre ordre qui étaient dans les projets et qui ont manifesté de l'intérêt pour l'ouverture de cette formation, à l'heure actuelle, on ne travaille pas avec eux. Et on a quand même la chance d'avoir des entreprises dans l'énergétique, hein, sur la région avraise notamment, qui nous prennent nos jeunes, mais sur l'hydrogène, on est un peu sec là-dessus. Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez en préparant, que effectivement, tous vos jeunes trouvaient des lieux de stage et des emplois ensuite, mais pas nécessairement dans des structures dédiées pour l'instant à l'hydrogène, quoi. Quasi pas un seul sur les 3 dernières années, un seul sur l'hydrogène. Et ce qui est inquiétant, c'est les chiffres, hein, et même qu'avec Cosenaglo, on est très inquiet sur le lieu totem, c'est que les entreprises avaient annoncé vraiment des chiffres très élevés sur l'employabilité en termes de maintenance. J'ai vu tout à l'heure 39%, je crois que c'est ça, 39% des emplois seront liés à la maintenance. Et en fin de compte, quand on voit sur la région, sur la partie Air Liquide, il y aura vraisemblablement 2-3 embauches maximum. Et là, à l'heure actuelle, ils ont même bloqué tout ce qui était recrutement d'apprentis par problème financier et manque d'emploi. Donc, on espère que ça va se lancer. On est à fond sur la partie lieu totem parce qu'on aimerait faire découvrir tout ça aux jeunes et aux moins jeunes. Mais on est un peu échaudé et on espère que les partenariats vont se monter très vite. Oui, que ça va se lancer. OK. C'était important aussi qu'on ait ce point de vue-là. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. On va arriver sur la dernière partie, la dernière 5 minutes plutôt dédiée aux outils. Donc surtout dans le public, faites-nous part de toutes vos interrogations. Effectivement, là, le dernier focus qu'on voulait faire, c'était pour vous dire que vous aviez des outils à votre disposition pour vous informer sur l'hydrogène décarboné, notamment tous les outils de France Hydrogène, hein. Ils sont très très bien pourvus en outils plutôt pédagogiques. Évidemment, le Cariforef, avec, on l'a dit, les 2 études, à la fois le focus sur l'offre de formation et puis sur les compétences en Normandie, la veille transition éco également du Cariforef. Et puis, nous, on voulait évidemment faire un focus sur les outils de l'agence, hein, puisque l'agence fait partie du consortium qu'a évoqué Isabelle tout à l'heure, et on déploie des outils dédiés, notamment ce qu'on a appelé notre box métier hydrogène, où on voit que voilà, on l'a utilisé notamment pour le salon de l'orientation et des métiers qui avait lieu fin janvier, début février, où on a comme ça des outils de démonstration de gestes métiers, on va avoir des portraits de professionnels. Baptiste, je crois, a participé à un des portraits qu'on utilise. Donc, merci Baptiste. Des box aussi, enfin des choses liées à la mixité. Donc, c'est des outils qui peuvent être prêtés dans le cadre du consortium, hein, pour l'instant. Mais je crois qu'on est en train, Clara, tu me confirmeras, de déployer des versions qui pourront être utilisées un petit peu plus facilement et un peu plus grand public, hein. Oui, tout à fait. Il y aura un peu des mallettes un peu plus petites pour qu'on puisse après le déployer dans les établissements. On est en train de travailler sur le déploiement pédagogique qui sera en lien avec le programme scolaire, que ce soit dans les collèges. On est en train de travailler. Pour certains enseignants qui sont peut-être avec nous là, effectivement, comme on l'a fait pour le projet 3NC, on a déployé un parcours pédagogique pour que les élèves découvrent. On va faire la même chose sur l'hydrogène. Et donc, ça va permettre effectivement et aux équipes pédagogiques et aux élèves de s'acculturer à la thématique de façon ludique et adaptée à leur niveau, évidemment. Les derniers éléments que je voulais évoquer, c'est que sur notre plateforme Destination Métier, vous pouvez retrouver un certain nombre d'ambassadeurs dans le domaine de l'énergie. On est en train de travailler à avoir de plus en plus de professionnels de l'hydrogène qui sont inscrits sur cette plateforme pour que vous puissiez les solliciter. Ils peuvent être sollicités pour intervenir sur des événements, mais aussi dans des établissements scolaires.
Et puis, vous allez retrouver aussi tous les témoignages qu'on a pu monter, toutes les vidéos qui sont liées au projet vont se retrouver sur le site Destination Métier. Et puis, plus spécifiquement, là, pour les équipes, soit enseignantes, soit France Travail, mission locale qui accompagnent des publics, nous, on a créé aussi des modules d'information en ligne hein, sur une plateforme Moodle. Et vous y avez accès gratuitement toute l'année, de façon tout à fait libre. Il vous suffit de vous inscrire. Et on a créé avec les partenaires un module dédié à l'hydrogène et aux métiers, aux formations de l'hydrogène. Vous allez retrouver un très grand nombre des infos qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc surtout, n'hésitez pas à aller regarder ce module. Et si vous voulez le découvrir avec nous, on a proposé 2 dates là en mai pour que vous puissiez vraiment poser toutes vos questions sur les outils que l'on a, sur comment vous pouvez vous les approprier. Et donc, on va vous envoyer le support qu'on vient de diffuser et vous allez pouvoir cliquer, vous avez des liens, vous pouvez vous inscrire sur les modules d'info métier et vous inscrire pour découvrir avec nous en mai ces modules-là, nous poser des questions sur nos box. Et puis plus globalement, si vous avez des questions pour les différents intervenants qui sont intervenus aujourd'hui, mais que vous n'avez pas eu soit l'opportunité, vous n'avez pas osé poser vos questions, surtout vous n'hésitez pas, nous on va transmettre bien sûr toutes vos questions aux intervenants. Je pense qu'on a fait le tour globalement de tout ce qu'on voulait évoquer. Est-ce que les uns les autres, vous avez des choses à ajouter ou est-ce que on a dit tout ce que vous vouliez dire sur l'hydrogène pour que les gens qui nous écoutent sachent tout ce qu'il y a à savoir? C'est un peu ambitieux, hein. Ou est-ce que vous avez des compléments? De mon côté, je n'en ai pas, Alexandra. Ok, ça marche. Isabelle, tu es toujours avec nous? Oui, Super. j'espère utile pour les personnes qui nous ont écoutés. Encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à venir vers nous, à poser des questions. Hein, voilà, moi, j'y répondrai volontiers après, sans problème. Et voilà, désolé pour ce petit souci technique. On a, Merci. on a quand même. Mais je m'excuse. Et j'ai écouté enfin, tout le long. Donc, et ce que j'espère, c'est que vous avez pu bien m'entendre. Oui, Quand oui, je oui. suis intervenue, voilà, à distance. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été présente malgré cette énorme difficulté technique en tout cas. Merci à tous, hein. Merci Guillaume, Manal, merci David, merci Ludovic, merci Baptiste. Et puis on va tout simplement voilà, diffuser le replay de ce webinaire, donc je vous l'enverrai. Donc vous aurez à la fois le support et le replay qui pourra aussi être diffusé si vous avez des gens qui voulaient y assister mais qui n'ont pas pu, ça pourra leur être envoyé sans problème. Un grand merci à vous tous.